Bonjour tout le monde, juste avant de commencer la vidéo, sachez que je suis de plus en plus actif sur Insta, le lien est dans la description, n'hésitez pas à me suivre, c'est vraiment par ce réseau social que je peux communiquer avec vous. Je vous retiens pas plus longtemps, on se lance dans la vidéo. Vous savez, il est assez fréquent pour des jeunes scénaristes-réalisateurs, lorsqu'ils signent leur premier script, d'inclure leur projet de cœur dans le deal. Globalement, c'est-à-dire que quand un studio va acheter un scénario, et que ce scénario s'avère être un succès, ce studio, en achetant le scénario, il s'engage aussi à produire le premier film de ce scénariste. C'est assez récurrent pour tester des scénaristes et tester leur capacité à tenir un projet. Et quand les sœurs Wachowski décident d'accepter d'écrire le scénario du film Assassin, qui a été commandé par la Warner, elles ont déjà une idée en tête, c'est-à-dire d'inclure dans le deal un certain film dont elles rêvent absolument, qui s'appelle Matrix. La Warner accepte, Assassin, qui est sorti en 1995, sera un relatif succès, donc ok, greenlight pour Matrix, et ça va permettre aux sœurs de réaliser ce qui sera l'un des plus grands films de science-fiction américains de la décennie. Matrix was designed to be a perfect human world where none suffered, where everyone would be happy. Bon alors c'est un film que je vais pas vous faire l'affront de présenter, vous connaissez tous ce grand film de science-fiction ultra stylisé qui va quand même ramener près de 500 millions de dollars au box-office et surtout qui va offrir une renommée internationale mais complètement immédiate aux deux cinéastes. Matrix, c'est une réception publique et critique complètement folle dingue. C'est devenu une référence immédiate, absolument culte, et c'est quand même évident qu'un succès de cette ampleur, il va avoir des répercussions pendant des années sur Hollywood, certes, mais même à travers le monde entier. Parce qu'ok, Matrix a révolutionné le cinéma d'action hollywoodien, mais il a révolutionné même le genre de la science-fiction dans sa globalité, j'ai envie de dire. Et vous savez, en France aussi, Matrix a quand même eu son petit impact, et parmi tous les films qui se revendiquent de l'influence des Wachowski, mais il y en a quand même un qui est vraiment beaucoup trop oublié et c'est pas du tout mérité parce que c'est un film qui a énormément de choses à vendre, un film qui s'appelle Virtual Revolution. D'abord, il faut que je vous parle d'un bonhomme, c'est Guy Roger Duvert. Et lui, c'est un gars, c'est difficile de faire plus touche à tout en fait, parce que le gars, il est à la fois compositeur de musique de film, scénariste, auteur de bande dessinée, écrivain et réalisateur. Voilà. Et attention, parce que, ok, là, on peut avoir l'impression qu'il touche un petit peu à tout, mais c'est quand même une référence dans chacune de toutes ces disciplines-là, quoi. Il est vraiment reconnu dans chacune de ces disciplines, mais ce qui nous intéresse, vous vous en doutez, c'est la réalisation. Et sa première réalisation, ça commence avec un court-métrage sacrément ambitieux qui s'appelle Cassandra. Et vous allez me dire, ambitieux, pourquoi ? Parce qu'on est sur un film français qui appartient au genre du médiéval fantastique. Un film autoproduit, sorti en 2014, qui a fait pas mal de bruit, notamment grâce à son genre, mais aussi à son esthétique, où on suit deux voleurs qui pénètrent dans une cité en état de siège en pleine période médiévale. Bon alors, suite à ce succès, parce que ce sera un succès, le film a énormément tourné en festival, et il a même gagné pas mal de prix. Guy Roger Duvert, il veut aller plus loin. Et du coup, il pense à un long métrage, et là, l'ambition, elle est énorme, parce que lui, il veut partir sur un film d'anticipation, tourné en anglais, avec un casting international, par un réalisateur français, et un film qui a quand même des sacrées références, un film dont l'esthétique serait à mi-chemin entre Blade Runner, Matrix, Strange Day, 1984, vraiment, un film très très référencé, mais qui a encore bien plus à offrir que ses références, un film qui se passe dans un Paris futuriste assez hallucinant. The year is 2047, a century of technological revolution. The revolution did happen, just not really the way people thought it would. Bon alors vous allez me dire, ok c'est bien gentil tout ça, mais comment on finance ça du coup ? On finance pas ça en France déjà, parce que la majorité des investisseurs qui vont mettre leur tunas dans le projet et qui vont croire à la vision du cinéaste, c'est des investisseurs américains. Et c'est pour ça que Virtual Revolution, c'est un film franco-américain, parce que la majorité des fonds viennent de là-bas. Et heureusement, en vrai, parce que ça aurait été dommage de se priver d'un tel film. Et c'est un film qui est du coup sorti en 2016, qui a été très peu distribué, mais qui a quand même lui aussi fait une sacrée tournée des festivals. Il va enchaîner les récompenses, et il va acquérir au fil des années une petite reconnaissance, même si on va pas se mentir, très peu, voire même trop peu d'entre nous en ont entendu parler de ce film, et c'est vraiment dommage. Et c'est là que j'interviens pour vous rappeler son existence, et vous allez voir les amis, rien qu'au pitch, ce film déploie une intelligence et une ambition qui franchement fait quand même plaisir à voir.
Comme d'hab, vous le savez, quand je parle d'un seul film dans une vidéo comme ça, je fais attention aux spoilers, je fais attention aux images que je vous montre, de manière à ce que vous puissiez continuer la vidéo, que vous puissiez la terminer et qu'à la fin vous ayez juste envie de voir le film. Virtual Revolution nous plonge en 2047 à Paris, un Paris qui est d'ailleurs, je vais y revenir, mais qui est la grande force du récit, tant il doit autant au film noir qu'au cyberpunk, et là, clairement, l'influence d'un Blade Runner, vous la retrouvez très vite. Et en 2047, la population se partage en deux, les connectés et les hybrides. Les connectés, ce ne sont ceux qui ne vivent qu'à travers une réalité virtuelle. Ce sont ceux qui n'existent que par leur connexion à des univers virtuels. En fait, ils se déconnectent de la virtualité que pour manger ou dormir, et encore. Hein. Les hybrides, eux, ils arrivent encore à alterner la réalité et la virtualité, mais ils sont en grande minorité. Et globalement, cette division du monde, elle arrange bien les politiques, elle arrange bien les multinationales, qui en fait profitent d'une espèce de masse rendue complètement endormie par la virtualité, qui est complètement devenue docile par cette évasion dans le monde virtuel et qui se fout bien du monde dans lequel elle est censée vivre. Ça, c'est le postulat de base. Sauf qu'en fait, il y a des groupes de terroristes virtuels qui s'appellent les Necromancers, qui sévissent et qui tuent de plus en plus de connectés en voulant, par ces meurtres de masse, pousser la population à revenir à la réalité et à se rebeller. C'est dans ce contexte que Nash, qui est un enquêteur employé par l'une de ces multinationales, se voit chargé de traquer les terroristes qui menacent le système. Voilà, alors franchement, moi, un tel pitch, je me rue sur le film. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, je pense que vous voudrez tous faire de même. Before any drastic action, you must ask for our authorization. Okay, I'll see what I can do. Mais déjà, je vais vous dire, moins d'1 million d'euros de budget, quand on a un tel pitch, ça peut faire peur, et je le comprends. C'est en fait là le gros risque du film, de paraître cheap et de ne pas forcément avoir les moyens de son ambition. Détrompez-vous, vous allez le comprendre très vite en quelques images, c'est pas du tout le cas. Vraiment, en quelques images, je vais vous rassurer très vite, parce que le film repose sur une esthétique assez géniale, et il tente en permanence d'exploser les limites de son budget par une direction artistique qui lui donne vraiment un vrai cachet, quoi. Et là-dessus, toute l'ambiance voulue et réussie, elle passe aussi énormément par les décors. Je veux dire, regardez un peu ce mélange de cyberpunk, ces éléments parfois franchement vieillots, franchement vintage, qui côtoient des voitures volantes et des aspects futuristes beaucoup plus typiques de la science-fiction dystopique. Et regardez cette manière qu'il a de filmer ce Paris dystopique, qui là est quand même très proche de la manière qu'avait un certain Ridley Scott en fait de filmer le Los Angeles de Blade Runner. Cette manière de mettre en valeur l'architecture parisienne, à la fois classique et vraiment futuriste, franchement, chaque panorama nous fait comprendre que le cinéaste a largement réfléchi à sa vision du futur, et ce Paris futuriste absolument néo-noir, mais aussi cette photographie qui est franchement impeccable, qui cherche jamais à faire oublier sa stylisation, qui assume ses lumières, qui assume le découpage qu'elle fait des visages, des corps, de l'architecture, qui assume en fait une stylisation qui doit beaucoup à l'expressionnisme. Ça fonctionne très bien. Et Virtual Revolution, il a effacé toutes les craintes que je pouvais avoir concernant son visuel en quelques plans. This freedom you're offering, is that what they really want? Everyone wants freedom. Are you sure? Because I don't know anymore. Mais bon, y a pas que ça, parce que vous savez, moi, ce qui me fait peur généralement dans ce genre de film autoproduit, le truc qui me fait sortir directement du film, ces films peu financés, hyper ambitieux, mais avec un tout petit budget, il y a un truc qui généralement... ça, si tu le rates, ton film, il est foutu, c'est la direction d'acteur. C'est très rare qu'un cinéaste parvienne dans un film un peu fauché et aussi ambitieux que celui-ci à bien diriger ses acteurs. C'est très rare que ça fonctionne sur moi, je veux dire souvent les acteurs en rajoutent, les acteurs sont pas forcément toujours à la hauteur de l'ambition ou de la complexité de l'univers, et ici en fait ils sont dirigés de manière à être les plus sobres possibles quoi. Et ça marche, et c'est malin, et ça permet d'éviter tout surjeu. Je dirais même que ça permet de les caractériser sans avoir à se taper ou à passer par les 1000 dialogues explicatifs. On comprend leur passé, on comprend les intentions, on comprend les ambitions des personnages juste par leur manière d'être, ou de parler, ou d'évoluer dans l'espace, et ça, c'est quand même précieux dans un film qui ne dure qu'1h30, et qui a énormément de choses à raconter, et qui n'a pas de temps à perdre sur de longues scènes de caractérisation, en fait. Et ok, alors là, vous allez me dire, tous les signaux sont ouverts.
Le défi de la direction d'acteur, il est relevé. Le défi visuel, il est relevé, bon, haut la main, mais il reste quand même un défi très très important aussi, le défi narratif. Et ben moi je trouve que le film fait de ces nombreuses influences qui sont indéniables, hein. Je veux dire, voilà, c'est impossible de ne pas penser à Matrix, impossible de ne pas penser à Blade Runner, impossible même de ne pas penser à Strange Day de Catherine Bigelow, mais en fait ce qui fait de ces influences-là, pour moi, ça fonctionne tout à fait. Et ce que raconte Virtual Revolution va vous captiver, mais de A à Z. Mr. Trent. You can put those hands down now. En plus d'être particulièrement bien écrit et même assez riche en scènes d'action et en péripéties, hein, puisque le temps qu'il ne perd pas à caractériser à outrance ses persos, bah, il peut le réemployer en développement d'univers, en retournement de situation, donc vraiment, là-dessus, le rythme est parfaitement géré, vous n'allez pas vous ennuyer, mais Virtual Revolution, surtout, il raconte quand même beaucoup de choses. Par son histoire de terrorisme virtuel, par cette séparation des masses, par cette séparation du réel et du virtuel, qui est quand même extrêmement d'actualité, quoi, avec toutes nos caméras embarquées, avec nos casques de réalité virtuelle, avec notre augmentation assez énorme du temps d'écran. Et ce qui est intéressant, c'est que Virtual Revolution, en traitant de ces thématiques-là, en fait, il évite tout jugement, et du coup, il évite un côté réac qui aurait pu être tellement imbuvable. Si le film avait fait l'erreur d'être un film un peu réac, et très critique sur ce qu'il racontait et sur les connectés qu'il décrit, alors ça aurait été vraiment d'une lourdeur folle, hein. Mais ici, en fait, il ne critique même pas forcément les connectés. En fait, les connectés, il ne voit dans ce monde virtuel qu'une simple occasion d'échapper à un quotidien hyper grisâtre grâce à une panoplie technologique fournie par les multinationales pour les immerger dans une autre réalité et les rendre inoffensifs dans le réel. Mais c'est peut-être aussi cohérent, je veux dire, quand le réel est aussi dégueulasse que celui qu'on nous montre dans le film, ça me paraît presque assez évident et acceptable de vouloir s'échapper. La question, en fait, c'est de savoir si la vie dans le virtuel, à partir du moment où elle est plus agréable que la vie dans la réalité, est-ce que c'est vraiment si déraisonnable que ça de ne vivre que dans ce virtuel? Vous voyez, bon, ça c'est des questions qui hantent la science-fiction, mais depuis, vraiment depuis des siècles, quoi. Et même au cinéma, c'est des questions qui n'ont pas attendu Matrix. Je veux dire, ces questions-là, un Cronenberg, par exemple, en parlait à merveille dans Vidéodrome ou dans Existence. Et l'intelligence de Guy Roger Duvert dans ce film-là, mais en fait, c'est vraiment d'embrasser ces thématiques, mais sans jamais avoir la prétention d'y apporter une réponse définitive. Donc voilà, Virtual Revolution, c'est quand même un film assez malin pour être aussi réussi si tu le prends comme un pur divertissement de science-fiction à l'ambiance néo-noire hyper travaillée, que comme un film plus sérieux, plus réflectif sur une division sociétale qu'on voit venir et se concrétiser de plus en plus au fil des années dans notre monde. Franchement, Virtual Revolution, c'est un beau et grand film hyper ambitieux et qui a eu une distribution quand même assez ridicule, et c'est ça le problème. Il a été distribué dans 2 salles seulement à Paris lors de sa sortie, il a été distribué dans une trentaine de salles en France, enfin c'est un peu le même sort qu'un Mars Express qui est sorti plus récemment là. Sauf qu'ici je trouve que le cinéaste réussit encore plus son pari que dans Mars Express, et à noter que l'univers de Virtual Revolution, si vous intéresse, que vous avez vu le film et que vous voulez continuer l'expérience, il a été développé en BD par son auteur, qui reste un petit peu dans la même thématique, dans les mêmes influences, donc on est vraiment entre Blade Runner et Matrix, et c'est là tout mon rôle sur cette chaîne. J'avais vraiment envie de vous rappeler l'existence de ce que j'aime à considérer comme vraiment le Matrix français. The good thing with having most of the population locking itself inside is that the risk of getting caught while breaking and entering someplace is pretty low. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite découverte vous aura plu. N'hésitez pas à me faire vos retours sur le film une fois que vous l'avez vu, vous savez que je lis tous les commentaires de toute façon. On me suit sur Insta, c'est là où je suis le plus actif de toute façon avec YouTube, et vraiment je vous plonge dans toutes mes découvertes ciné sur Insta, c'est vraiment le meilleur moyen de me suivre. On s'abonne à YouTube vu qu'on sort 2 vidéos par semaine, la prochaine sort dans quelques jours. On a aussi un petit Tipeee qui me permet d'être aussi actif, d'être aussi présent, vraiment à temps plein en fait, et vous n'avez pas idée à quel point ça aide. Les amis, foncez sur Virtual Revolution et prenez soin de vous, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.